Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, on est ensemble pendant 90 minutes comme tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat. Vous le savez, la promesse, elle est dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 18 janvier. 678 000 naissances en 2023, le nombre le plus faible depuis 1946. Le constat est inquiétant, les conséquences économiques réelles. Mais doit-on pour autant convoquer un réarmement démographique comme l'a proposé Emmanuel Macron mardi soir? Plusieurs associations féministes et partis de gauche critiquent le retour d'une politique nataliste. D'autres réclament des mesures à la hauteur du défi. On en débat dans une minute. Et puis pour notre second thème, volontairement décalé de l'actualité du jour, cette question: à quoi servent l'ONU et son secrétaire général? J'ai vu de nombreux désastres humanitaires dans le monde, mais je n'ai jamais vu de carnage climatique de cette ampleur. Les pays riches ont la responsabilité morale d'aider les pays en développement, comme le Pakistan, à se remettre de telles catastrophes et à s'adapter, parce que malheureusement, elles se répéteront à l'avenir. Antonio Guterres, voix forte pour alerter sur l'urgence climatique, beaucoup plus discret quand il s'agit de dénoncer l'agression russe en Ukraine ou de s'engager sur le conflit Hamas-Israël. Les Nations Unies sont critiquées. Peut-on réformer cette organisation, notamment son Conseil de sécurité? Faut-il créer une autre instance internationale mieux adaptée au nouvel ordre mondial? Ne ratez pas la confrontation de nos experts dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord donc ce chiffre historiquement bas de la natalité dans notre pays, c'est Hugo Lemonnier qui dresse l'état des lieux. Nouvelle formule du président de la République, le réarmement démographique. Une réponse selon lui à l'annonce d'un recul historique de la fécondité par l'INSEE, moins de 700 000 bébés en 2023. Résultat, le solde naturel qui mesure la différence entre le nombre de morts et de naissances est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Le solde naturel pourrait devenir négatif à partir du milieu des années 2030 et un petit peu avant, vers 2027, si l'indicateur conjoncturel de fécondité se situait à 1,6 enfants par femme. En cause notamment l'allongement des études et la précarisation des jeunes sur le marché du travail, des phénomènes qui ont bouleversé l'équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. On se sent prêt à avoir par exemple une responsabilité parentale, plutôt on est à 29, on va aller vers 30 sûrement, alors que dans les années 70, on était plutôt à 22, 21, c'est des changements de calendrier considérables. C'est pas un refus de l'enfant, mais c'est les conséquences d'une certaine façon d'une charge plus grande aujourd'hui pour s'occuper de l'enfant. Cette charge est par ailleurs inégalement répartie dans le couple, les femmes payant le plus lourd tribut. Le défenseur des droits explique qu'un tiers des femmes va être discriminé dans son travail en raison de la grossesse ou de la maternité, que 36% des femmes vont réduire leur activité professionnelle à partir du 2e enfant alors que seulement 9% des hommes, que lorsqu'elles sont séparées, parce que ça arrive dans 50% des cas quasiment, eh bien les responsabilités paternelles aussi, c'est de ne pas payer sa pension alimentaire. Quand elles restent en couple, le partage des tâches ménagères, enfin tout ça va sûrement aussi peser sur le fait que les conditions d'accueil de 2, 3, 4 enfants ne sont absolument pas réunies pour que ce choix puisse être fait. Une situation d'autant plus difficile qu'il manque déjà 230 000 places en crèche. Le gouvernement s'est engagé à en créer 100 000 d'ici 2017, le double d'ici 2030. La natalité, nouvelle obsession politique, on en débat tout de suite avec Gérard-François Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur à la Sorbonne, président de la revue Population et Avenir, dont le dernier numéro s'intitule Politique familiale et vitalité démographique. Vous êtes économiste et géographe. Céline Pic, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, porte-parole d'Oser le féminisme. J'accueille Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Pascal. Vous êtes politologue et professeur à Sciences Po Paris.
et Tam Tranui. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Dans le rôle de l'éditorialiste politique ce soir dans Sens Public. On les a vus, mais je rappelle quand même ces derniers chiffres de l'INSEE pour commencer. 678 000 naissances l'an dernier, moins 6,6% sur un an, plus faible au nombre depuis 46. Et puis le taux de fécondité également, regardons ce chiffre, 1,68 enfants par femme l'an dernier, et c'était 1,79 en 2022. Gérard François Dumont, à quel point ces chiffres sont inquiétants ? Faut-il employer ce terme d'ailleurs ? Alors ces chiffres sont le résultat de politiques publiques qui ont fait diminuer la liberté de choix des femmes et des familles en matière d'enfants. Et donc ils devaient arriver, moi je les avais annoncés dès 2014, dès qu'on a remis en cause des éléments fondamentaux de la politique familiale. Ils ont inévitablement des conséquences. Alors la première à laquelle on pense toujours, c'est la conséquence économique, consistant à se dire les nouveau-nés d'aujourd'hui, c'est eux qui vont façonner la population active dans 20-25 ans, et donc on risque d'avoir moins d'actifs, donc moins de possibilités de création de richesse, et donc des difficultés à financer notre protection sociale. Mais en réalité, l'évolution des nouveau-nés a des effets immédiats. Immédiat parce qu'une famille qui attend un enfant ou un enfant supplémentaire, elle va se mobiliser pour accueillir cet enfant. C'est de la consommation. Elle va modifier sa structure de consommation. Donc, par exemple, au lieu d'aller en vacances aux Maldives ou ailleurs, elle va peut-être devoir investir. Ils sont rares ceux qui ont les moyens d'aller aux Maldives. Voilà, bien sûr. Bon, maintenant, il y a des tarifs très bas. C'est vrai, vous avez raison. Mais ça, c'est un autre débat écologique. Il y a un vrai débat écologique. Vous avez raison. Voilà. Et puis, surtout, elle va peut-être aussi faire des efforts professionnels pour améliorer ses revenus professionnels, pour pouvoir accompagner cet enfant. Donc, c'est vrai aussi au niveau des communes. Oui, alors ça, on en parlera en détail. Ça, c'est absolument fondamental, puisqu'effectivement, une commune, en fonction de l'évolution de sa population jeune, elle va plus ou moins être stimulée à investir dans l'offre scolaire, dans l'offre culturelle, dans l'offre sportive. Vous parliez des politiques publiques. Céline Pic, face à ce constat, que doit faire un État ? Alors, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été annoncées, d'ailleurs, dans le discours d'Emmanuel Macron, qui sont, par contre, à l'agenda des féministes depuis très longtemps. Premièrement, on observe quand même une fermeture des maternités. Ça, c'est quelque chose sur lequel on se bat, sur le fait qu'aujourd'hui, des femmes doivent faire 1h30 de voiture pour aller accoucher. On a également des problématiques de mode de garde. Les féministes réclament depuis maintenant longtemps, des décennies, je dirais maintenant, un service public de la petite enfance. C'est-à-dire une possibilité d'accueil en crèche qui soit beaucoup plus importante et qui soit financée par l'État au même titre que l'école aujourd'hui. Et ça, c'est absolument indispensable puisque je rappelle que la crèche, c'est aussi une tarification progressive qui permet à toutes les femmes, puisque je pense qu'on parlera du congé parental et de la modification qui a été faite et proposée d'une réduction du congé parental. Aujourd'hui, quand vous êtes au SMIC en particulier, vous n'avez pas la possibilité, il n'est pas intéressant pour vous de faire appel à une nounou ou à une autre mode de garde qui est basée sur le crédit d'impôt. Je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais le crédit d'impôt, c'est pour ceux qui payent des impôts. Voilà, tout simplement. Donc, il y a toute une partie de la population. Et donc, il y a une partie de la population, en particulier pour les femmes à bas salaire, pour laquelle une solution collective de mode de garde, de crèche, est absolument indispensable pour ne pas être éloigné de l'emploi. Je peux continuer on y reviendra plus tard, parce qu'il y a encore plein de questions sur les conséquences et sur ce que pourrait être une politique publique. Et on reviendra, je vous redonnerai la parole évidemment, pour évaluer un peu notamment les mots employés par Emmanuel Macron hier soir. Pascal Perrineau, votre avis général peut-être sur le constat, je reste sur ce constat. Qu'est-ce que ça dit d'un pays et en quoi pour vous c'est inquiétant éventuellement ? Non, c'est préoccupant parce que le 6,6 en une seule année de décroissance, c'est énorme quand vous prenez les séries d'évolution d'une année à l'autre. D'habitude, ça tournait autour de 2 à 3%. Et même pendant de nombreuses années, c'était moins 2% d'une année à l'autre. Là, on passe à 6,6. Donc ça veut dire qu'il y a un point d'infléchissement, une chute qui doit interroger, en effet, sur l'état de la société. Des éléments économiques, sociaux, de politique familiale ont été portés. Je crois qu'il faudrait peut-être y ajouter pour le débat des éléments culturels.
C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans de nombreuses sociétés, pas simplement la société française, de pays développés, qu'il y a un changement d'attitude par rapport à l'avenir. Je le vois par exemple, il y a quelque chose de très simple, on a fait une enquête exhaustive sur les étudiants et les étudiantes de Sciences Po. La conception qu'ils ont de l'avenir est de plus en plus catastrophique. C'est lié notamment à l'urgence climatique. Bien sûr, il y a un catastrophisme, une anxiété écologique qui produit, on le voit chez certaines femmes, l'idée que c'est pas la peine d'avoir un enfant dans un monde qu'elles conçoivent comme étant profondément dégradé à l'horizon de 10-20 ans. Et puis, il y a aussi quelque chose qui continue à faire son œuvre, c'est-à-dire le légitime besoin, légitime envie d'émancipation individuelle, au travers en particulier du travail pour les femmes, même si les femmes françaises travaillent beaucoup. Le taux d'activité des femmes en France est extrêmement élevé. Il n'atteint pas celui des hommes, mais il est extrêmement élevé. Et on s'aperçoit qu'il y a, je le vois un peu comme aux États-Unis, puisque j'enseigne également aux États-Unis, chez certaines femmes, l'idée que c'est le mouvement qu'elles appellent child free, libre d'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un choix de ne pas vouloir faire revendiqué comme tel, en effet, de ne pas faire d'enfant. Avec même parfois une valorisation du fait qu'une vie accomplie, ça se fait sans enfant. Et ça, c'est quelque chose culturellement d'assez nouveau. Et tout ça, toutes ces causes, que vous les rajoutez les unes aux autres, eh bien, ça se traduit, en effet, par un affaissement de la natalité. Ce mouvement Child Free, c'est une pique, c'est pas forcément inquiétant. Oui, c'est pour ça que je voulais questionner, moi, le mot inquiétant, en fait. Oui. Et volontairement, je l'ai utilisé, je savais que ça ferait réagir. Le mot inquiétant, moi, me dérange un petit peu, puisque je fais quand même la distinction entre deux choses. Entre une politique familiale, et donc effectivement, quelles sont les conditions qui sont offertes aux femmes pour accueillir un enfant, est-ce qu'elles sont bonnes, et est-ce que le désir d'enfant peut être satisfait par rapport à l'environnement, ça a été dit, économique, et puis une politique nataliste, où on prendrait comme objectif que les femmes doivent avoir des enfants pour la grandeur de la nation. Et je pense que cette revendication, c'est aussi une revendication des féministes, d'avoir réellement le choix et d'avoir un désir d'enfant ou pas. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'émancipation des femmes, cette affirmation de dire « je ne veux pas d'enfants » est davantage entendue, mais il faudrait le réinscrire dans un mouvement féministe plus large qui est une constante. Et je vous ai amené, je vous fais une petite citation, puisqu'on parle beaucoup de l'avortement et de la constitutionnalisation à venir du droit à l'avortement. Je vous ai emmené le manifeste des 343, donc le fameux manifeste écrit par Simone de Beauvoir il y a maintenant plus de 50 ans. Publié par le Nouvel Observateur. Publié par ça s'appelait comme ça à l'époque. Le Nouvel Observateur en 1971, qui explique pourquoi il faut le droit à l'avortement. Et ce n'est pas uniquement un problème de santé publique, c'est une question aussi de réappropriation de nos corps, des corps des femmes, qui ne répondent pas à une politique nataliste. Et je vous cite juste une phrase sur la lutte pour le droit à l'IVG. C'est un combat enthousiasmant dans la mesure où, si je le gagne, je commence seulement à m'appartenir en propre et non plus à l'État. Une étape pour parvenir au contrôle complet de la production des enfants. Je ferai un enfant si j'en ai envie. Nulle pression morale, nulle institution, nul impératif économique ne peut m'y contraindre. Cela est mon pouvoir politique. Dernière phrase, je ferai un enfant si j'en ai envie et si la société dans laquelle je le fais naître est convenable pour moi, si elle ne fait pas de moi l'esclave de cet enfant, sa tête de turc. Signé Simone de Beauvoir. Et donc il y a effectivement cet enjeu aussi de ne pas répondre à une politique nataliste dirigée par l'État, et je pense que c'est ça qui a fait un petit peu bondir les féministes avec le terme démographique. Oui, avec le terme réarmement démographique notamment. On y reviendra, Tam Trani nous dira ce qu'elle en pense dans un instant. Je fais la distinction donc entre politique nataliste et politique familiale. Est-ce que vous faites aussi cette distinction? Elle est absolument fondamentale. Une politique nataliste n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle va simplement s'intéresser au nombre des naissances. C'est pas ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'une politique familiale qui donne la liberté de choix. Or, aujourd'hui, cette liberté de choix, elle n'existe pas. Prenons un exemple. Vous venez de citer le fait que l'on veut mettre dans la Constitution le droit à l'avortement. Je dirais pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faut mettre aussi le droit de choisir, d'accueillir un enfant si les gens le souhaitent. La liberté, elle doit être totale. Or, on est dans un système... Vous voulez dire d'accueillir, d'adopter?
Non, une politique. À ce moment-là, il faut dire oui, chaque femme et chaque couple doit avoir la liberté de ne pas accueillir d'enfants s'ils le souhaitent. Mais donnons les moyens à ceux qui veulent en avoir. D'en avoir, c'est ça. Or, ce n'est pas le cas, parce que Pascal Perrineau a très bien résumé les différents éléments. Mais si je regarde la situation de la France, toutes ces dernières décennies, en fait, la fécondité n'a pas évolué de façon régulière. Nous avons une Mais on était même, pardon de vous interrompre, moi, ce que j'ai retenu, c'est que la France était un cas particulier en Europe. Oui, elle l'était. Elle était enviée. Oui. Et elle était enviée. Donc, mais si vous regardez, si vous voulez, depuis toutes ces dernières décennies, l'évolution de la fécondité, elle a connu des périodes de hausse et des périodes de baisse. Oui. Et à chaque fois, vous constatez que c'est la suite de décisions politiques, négatives ou positives de politique familiale. Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qui fait que la France, qui était enviée, comme vous le dites, dans d'autres pays d'Europe, finalement rentre dans une espèce de norme? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Ce qui s'est passé très simplement, c'est qu'en 2014, on a remis en cause les fondements de la politique familiale tels qu'ils avaient été élaborés plusieurs décennies avant et qui étaient transpolitiques. Je rappelle par exemple le quotient familial a été voté à l'unanimité du Parlement. Je rappelle qu'en 1998, quand Lionel Jospin, Premier ministre, a voulu remettre en cause l'universalité des allocations familiales, qui s'est plaint? C'est le Parti communiste qui a dit mais on remet en cause un élément central de la société française. Et Lionel Jospin n'a pu mettre en place sa mesure de suppression de l'universalité qu'une durée symbolique, 9 mois. C'est-à-dire que c'était vraiment une politique transpolitique. Or, en 2014, je n'ai pas répondu à votre question, eh bien, on a mis à bas ces principes. Donc, réforme du... J'ai une question. C'est pourquoi 2014-2024, c'était il y a quand même une dizaine d'années. Vous estimez que ça a mis 10 ans à... Dès 2014, j'ai annoncé la baisse. Je vous signale que les mesures annoncées en 2014 ont été mises en place en 2015 et la baisse, elle a commencé en 2016. C'est aussi rapide que ça. Et oui, et oui. Et les autres... 6,6% de cette année par rapport à l'année précédente, vous le liez encore? C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une population qui a perdu confiance en la politique familiale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 éléments... Ouais, alors je vous interromps, parce que si vous partez dans 3 éléments, ça va être trop long, et on a encore beaucoup de temps de débat et beaucoup d'éléments à voir. Et je voudrais quand même qu'on rentre un peu dans le détail de ce qu'a annoncé le président de la République, parce que c'est ce qui justifie notre débat ce soir. Donc il fait de la hausse des naissances un des objectifs prioritaires de son second quinquennat, alors avec notamment ce nouveau congé de naissance. On l'écoute. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux 2 parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans, et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse, parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré, et donc crée des situations parfois impossibles. Pascal Perrineau, comment vous évaluez, comment vous jugez cette proposition? Est-ce que pour vous, elle va dans le bon sens? J'ai l'impression, mais je ne suis pas un spécialiste de la politique démographique, mais j'ai l'impression que ça va plutôt dans le bon sens, dans la mesure où, en effet, on voyait bien que l'ancien congé parental avait l'inconvénient pour la population féminine de l'éloigner extrêmement longtemps de l'emploi. Et ensuite, le retour à l'emploi était quelque chose de difficile. Il y avait une forme de marginalisation à l'issue du congé parental. Le congé qui est prévu, le congé dit de naissance, on verra exactement quelles en sont ses modalités, aurait l'intérêt de rassembler davantage le père et la mère dans une période relativement courte de 6 mois, avec une indemnité qui serait une indemnité plus importante et non pas une indemnité qui ne change pas profondément les choses à la condition socio-économique autour de 400 € du ménage. Mais moi, il y a quelque chose, si vous l'avez vu de l'extérieur aussi, qui me surprend. Le taux de natalité, il chute beaucoup dans toutes les catégories. Je regardais ça avant de venir, dans toutes les catégories. Mais là où le taux de natalité reste le plus fort, c'est en haut de l'échelle sociale et en bas de l'échelle sociale. Là où ça s'effondre, c'est-à-dire il ne faut pas croire que tout est lié au social et à l'économique. Il y a aussi des facteurs qui sont des facteurs hauts, des facteurs culturels, où en bas de l'échelle sociale, on peut valoriser encore la famille nombreuse, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, une famille nombreuse, alors que dans les couches moyennes, la crise que l'on décrivait tout à l'heure est beaucoup plus vive.
Et qu'en haut de l'échelle sociale, eh bien, on a en effet une aisance qui vous permet d'accomplir. Est-ce que vous le liez au sentiment de déclassement d'une partie des classes moyennes en France, par exemple ? Peut-être, oui, certainement. Certainement, et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure aussi sur la conception même de l'avenir. Quand vous êtes dans une société dans laquelle vous avez l'impression que les générations à venir vont se porter de moins en moins bien, qu'elles seront déclassées, que vous-même, vous commencez à connaître un déclassement au travers de vous-même ou au travers de votre époux, de votre épouse, ce ne sont pas les conditions idéales pour faire des enfants. Céline Picq, sur la proposition d'Emmanuel Macron, voilà, proposition précise d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous nous avez dit tout à l'heure, attention, parce qu'il y a effectivement une réduction du congé maternité, si on comprend bien ce que nous dit le chef de l'État. Ah non. Parental, du congé parental. Du congé parental, pardon. Le congé parental. Oui. Alors, première inquiétude, c'est qu'on n'a pas encore le montant aujourd'hui qui va remplacer les 430 €. Oui. À titre de comparaison, en Suède, par exemple, on est à plus de 80% du salaire. Donc, c'est vraiment comparable à ce qu'on a aujourd'hui avec des taux de remplacement du congé maternité extrêmement élevés. On va voir si on va avoir 800, 1000 ou un pourcentage du salaire. Deuxièmement, on va se heurter à quelque chose de très clair. C'est justement pour les femmes avec des bas salaires, l'impossibilité de faire garder leurs enfants jusqu'à l'entrée en maternelle. Parce que la raison pour laquelle aujourd'hui les femmes poussent le congé parental jusqu'à 3 ans, c'est qu'elles n'ont pas de possibilité de solution de garde qui soit accessible et qu'elles ne passent pas l'intégralité de leur salaire. Pardon de nous interrompre, le risque de marginalisation dont nous parle Pascal Perrineau, il existe. La précarité et la marginalisation, elle existe déjà pour les femmes à bas salaire. Oui. Ce sont des femmes qui ont, par exemple, des horaires décalés. Ce sont les femmes qui sont aujourd'hui caissières, femmes de ménage, etc. Celles-là, si on ne leur offre pas des places en crèche, elles n'ont pas la possibilité de faire garder leurs enfants avec le SMIC, puisque finalement, tout ce qu'elles vont gagner en salaire, elles vont le perdre en frais de garde. Et donc là, aujourd'hui, on bricole, et ces femmes, elles bricolent, en particulier avec les grands-mères, et on ne résout pas les problématiques de mode de garde pour les bas salaires, qui vont se poser inévitablement avec cette réduction. Il faut absolument, avec cette réduction, accompagner une montée en puissance du nombre de places en crèche, qui est quelque chose d'absolument essentiel. Donc c'est une politique globale, c'est ce que je comprends. Voilà, la politique globale. J'avais peut-être un mini tac au tac par rapport à ce qui est dit sur les classes moyennes. Je trouve ça très intéressant d'analyser quand même la politique familiale aujourd'hui. C'est que d'un côté, on a les allocations familiales qui sont aujourd'hui sous condition de ressources, et donc passé un certain moment, elles sont dégressives, qui bénéficient essentiellement plutôt au bas ou au moyen salaire. Et de l'autre côté, on a le quotient familial qui, je le rappelle, bénéficie énormément, plus de 80% aux 20% les plus aisés en France. C'est le quotient familial est quelque chose de profondément inégalitaire et qui coûte aujourd'hui 19 milliards aux finances de l'État, et donc qui profite aux 20% les 2 premiers déciles des revenus. Et donc je pense que les classes moyennes sont aussi un ventre mou de la politique familiale en France, du fait de ces 2 polarisations, allocation familiale pour les bas revenus et quotient familial pour les hauts revenus. Alors, Gérard François Dumont, vous allez pouvoir terminer ce que vous disiez tout à l'heure sur 2014 et le virage, si vous voulez bien. Mais d'abord, je propose un autre chiffre à nos téléspectateurs. C'est le résultat d'une étude Kantar publiée l'an dernier sur le désir exprimé d'enfants des Français. C'est intéressant. Près de 2,3 enfants par femme, 2,27. Je vous repose la question, comment permettre à ces couples d'assouvir leur désir d'enfant ? Qu'est-ce qui manque à la politique familiale aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manque ? En fait, il y a Qu'est-ce qu'on a changé ? De quoi a besoin une famille quand elle atteint un enfant ou un enfant supplémentaire ? Elle a 3 problèmes. Premier problème, est-ce que la venue de cet enfant ne va pas trop baisser mon pouvoir d'achat ? Or, effectivement, toutes les réformes qui ont été faites, y compris celle du quotient familial, parce que là, c'est mon désaccord avec madame, parce qu'il faudrait relire la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui dit bien que les familles doivent être imposées en fonction de leur capacité contributive. Or, effectivement, une famille, mettons, de cadre, selon qu'elle élève 3 enfants ou qu'elle en élève 0, sa capacité contributive n'est pas la même. Donc, si vous voulez, le pouvoir d'achat aujourd'hui des familles, quand elles ont un enfant supplémentaire, a considérablement baissé entre cette fin de l'universalité, la réforme du congé parental, etc. Deuxième élément fondamental, c'est est-ce que je vais pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale ? Or, à cet égard, il faut rappeler un élément fondamental, c'est que l'État a diminué les dotations aux collectivités territoriales et aux communes, et surtout que les communes n'ont plus de lisibilité sur leurs recettes
à 1 an, à 2 ans et encore moins à 3 ans. Mais même à 1 an, elles n'ont plus de visibilité. Donc en fait, les communes, même si les maires ne le crient pas sous les toits, elles ont considérablement diminué les investissements en crèche, comme en relais assistante maternelle d'ailleurs. Et il y a même un rapport officiel qui explique que le nombre de crèches réalisées n'a été que 16% par rapport à ce qui avait été prévu. Donc vous voyez qu'entre la réforme du congé parental plus ces dotations, et le troisième élément, bien entendu, c'est le problème du logement. Parce que, voilà, il faut pouvoir se loger. Or, nous avons eu tout un ensemble de réglementations malthusiennes qui font qu'aujourd'hui, les mises en chantier de logements ont considérablement diminué et nous avons malheureusement un certain nombre de lois qui sont négatives en la matière, y compris d'ailleurs la suppression de la taxe d'habitation. Il faut rappeler d'ailleurs qu'elle n'a absolument pas profité aux familles, puisqu'en fait, ce sont uniquement les personnes qui étaient très aisées, qui n'avaient pas d'enfants, qui en ont bénéficié le plus, puisque je vous rappelle qu'il y avait des abattements pour charges de famille en la matière. Ouais. Alors, ce mot, cette expression réarmement démographique, on va en parler ensemble et je vous propose, pour commencer, d'écouter le président de la République, c'est quand il nous parle d'infertilité. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Terme traduit, cette expression, réarmement démographique, ça vous a fait, comment dire, sursauter? Oui, nous sommes en guerre, hein, comme dirait l'autre. Alors, on nous avait annoncé pour mardi le réarmement civique, le réarmement économique. Et voilà qu'au milieu des ors de la salle des fêtes, eh bien Emmanuel Macron nous sort donc le réarmement démographique de son chapeau. Immédiatement, comme de nombreuses personnes, l'expression m'interpelle. Je donne un coup de coude à mon voisin façon « t'as entendu ?» Déjà parce que ce mélange de vocabulaire, le vocabulaire guerrier de l'univers martial et le sujet des bébés, eh bien j'avoue que je n'étais pas du tout prête. On est passé du « faites l'amour, pas la guerre » à « faites l'amour et la guerre », comme si nos enfants étaient donc de bons petits soldats enrôlés dans la future grande guerre, guerre économique, mais guerre quand même. Emmanuel Macron a ressuscité donc en plus une image d'antan avec cette expression, une image d'un temps qu'en plus on n'a pas du tout envie de revoir, celle de l'entre-deux-guerres, lorsque la France avait les yeux braqués sur la démographie allemande dans la préparation d'un nouveau conflit mondial, alors qu'en plus, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de lien clair entre démographie et puissance, comme le montre le cas de l'Allemagne, plus puissante économiquement que nous et qui fait moins d'enfants que nous. Est-ce que c'est la seule maladresse que vous voyez dans cette expression? La deuxième, c'est que quand vous faites un enfant, est-ce que vous avez vraiment envie de penser à Emmanuel Macron? Certains ou certaines peut-être, hein, mais voilà. Je suis pas sûr qu'on ait envie de répondre à cette question. Non, je ne rentrerai pas à ce point-là dans votre intimité. Mais parce que cela ne me regarde pas. Et c'est ça le deuxième problème, c'est que cela ne le regarde pas. Mélanger comme ça la sphère intime, votre projet de vie le plus personnel avec la grandeur de la France, ça ne colle pas du tout avec ce que l'on pense aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que la gauche et les féministes ont notamment pensé immédiatement à la Servante écarlate, cette dystopie de Margaret Atwood, où les rares femmes qui peuvent encore avoir des enfants sont entièrement dédiées à la procréation. Donc une vision assez cauchemardesque. Ok, vous forcez peut-être un peu le trait. Il a quand même parlé d'un sujet qui peut susciter des inquiétudes légitimes. Emmanuel Macron, c'est pas un sujet tabou, la baisse de la natalité. C'est pour ça qu'on en a débattu déjà pendant une quinzaine de minutes. Mais voilà, avec cette punchline et si peu de précision derrière, on vient de le dire, un congé de naissance plus court, mieux rémunéré, c'est pas difficile de faire mieux que les 430 € qu'il y a donc aujourd'hui par mois pour le congé parental, mais si c'est pas substantiellement plus important, on peut penser que ça changera absolument rien. Sinon, il a aussi parlé d'un plan sur l'infertilité. Très bien, ça fait 2 ans déjà qu'un rapport de 140 pages est sur la table du gouvernement et attend de voir enfin les préconisations mises en place. D'ailleurs, voilà ce qu'a dit le co-auteur de ce rapport, le professeur Samir Hamama, qui est aussi le président de la Fédération française de l'étude de la reproduction. Voilà ce qu'il répond à Libération. Il ne faut surtout pas paraître pronataliste, mais informer et éduquer sans culpabiliser ni moraliser. Il ne s'agit pas d'obliger tout le monde à faire des enfants. Bref, tout ça, c'est ce qu'on a expliqué. C'est un sujet multifactoriel, c'est un sujet de santé publique. Il faut agir sur les modes de garde, l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, agir, vous l'avez dit, sur l'éco-anxiété, donner des perspectives et surtout laisser tranquilles ceux qui ne veulent pas d'enfants. Sinon,
Imaginez cette dystopie, Thomas. Alors qu'Emmanuel Macron confirme donc un virage à droite, les militants de gauche arrêtent de faire des enfants par pur esprit de contradiction. Mais vous imaginez l'engorgement des écoles privées? Merci beaucoup, Tam. On redevient un peu sérieux, Céline Picq. Ce champ lexical, vous aussi, vous a fait tiquer. Pourquoi ? Ce champ lexical, il rétablit justement cette politique nataliste dont on parlait au départ de cette conversation. Et la politique nataliste de dire que les femmes sont aujourd'hui au service de l'État pour garantir une croissance démographique censée apporter de la croissance, etc. Nous ne sommes pas le projet industriel d'Emmanuel Macron. Je le répète, et vraiment la question, et la seule question, c'est est-ce que le désir d'enfant, qui est effectivement à 2,23, peut être satisfait dans des bonnes conditions. Mais la façon dont nous décidons si nous voulons des enfants ou pas ne concerne pas Emmanuel Macron. Et c'est très inquiétant et je trouve que ça donne des gages à l'extrême droite aussi, puisque je rappellerai quand même que quand on parle de démographie, le solde démographique, c'est la somme de deux choses. C'est la somme du solde naturel, donc l'écart entre naissance et décès, et le solde migratoire. Et là-dessus, alors qu'on vient de sortir d'une séquence sur la loi immigration où on n'avait pas l'impression que le problème démographique était un problème, au contraire, on voit bien que derrière, on a quand même une rhétorique qui n'est pas très loin à l'extrême droite sur l'histoire du grand remplacement et que cette focalisation sur une politique nataliste, c'est avant tout qu'on fasse des Français face à la vague migratoire. On va y revenir au lien immigration. J'entends votre argument. Très dangereuse dans ce qu'elle peut cacher. D'accord. On y reviendra. Lien immigration, effectivement, et démographie dans un court instant. Ce sera notre dernier chapitre. On va vraiment y consacrer du temps. Mais il y a une question que je vais vous poser. Je vais vous la poser peut-être à tous les deux avec vous. D'abord, Pascal Perrineau. J'entends votre argument sur l'intimité, etc. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? Vous voyez ce que je veux dire, Pascal Perrineau? Quand on parle de natalité, de politique familiale, on parle forcément de l'intimité d'un couple et de l'intimité des Français, oui ou non? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'à la fin des fins, en effet, ça se traduit dans des comportements qui relèvent de l'intime. Voilà. Et la politique familiale cherche à faire évoluer ces comportements qui sont des comportements privés, disons. Voilà. Et le franchissement de la barrière privée-publique la ligne de crête, par le politique est de plus en plus fréquent. Et de plus en plus fréquent, c'est une espèce de lame de fond. Mais quand on écoute le président, tout de même, il parlait de fertilité. Oui. Et c'est vrai, là tout à l'heure, on parlait à juste titre du corps des femmes et de la nécessaire souveraineté des femmes sur leur corps dans l'acte d'avorter ou de ne pas avorter. Mais parlons du corps des hommes. Moi, je lisais de multiples enquêtes dans lesquelles on voit, par exemple, la qualité des spermatozoïdes pour la reproduction chuter drastiquement. Et beaucoup de médecins vous le disent. Donc il y a des effets aussi apparemment, d'après ce que l'on sait, de la pollution sur la qualité des gamètes, qui est un élément. Là, on est dans le biologique, vous voyez, on est parti Mais c'est dans le rapport sur l'infertilité. Ils ont proposé, par exemple, d'agir sur les perturbateurs endocriniens, d'avoir des avertissements, voilà, par exemple. Et là, c'est un problème qui doit être analysé, et qui demande certainement une riposte, mais une riposte de longue haleine, parce que c'est pas du jour au lendemain que l'on pourra agir sur ce type de variables. Mais on voit bien que ces comportements intimes auxquels vous faites allusion, on a l'impression d'être dans le tout petit du privé, eh bien en fait ça répond à des sollicitations qui viennent de partout. Quoi. Gérard François Dumont, est-ce qu'on peut faire une politique familiale politiquement neutre? Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr, c'est une Parce que là, on a titré la nouvelle obsession politique. C'est une politique de liberté de choix. En revanche, ce qui est important de comprendre, et là en tant que démographe, c'est que le privé, c'est du collectif. Parce qu'en fait, la somme des comportements individuels engendre des comportements collectifs. On le voit très bien, par exemple, en matière de mariage et en matière de naissance hors mariage. À une époque, on était dans une société qui n'acceptait pas les naissances hors mariage. Certaines années, on a eu jusque le tiers des mariages qui étaient des mariages de femmes qui étaient déjà enceintes de leur enfant au moment du mariage, parce que la société considérait qu'il fallait courir, aller voir le maire. Bon, cette société a changé, et aujourd'hui, les naissances hors mariage sont acceptées comme les autres. Elles sont plus importantes d'ailleurs que donc on croit, si vous voulez, c'est vrai que le couple qui décide de se marier ou de ne pas se marier, la femme qui décide ou non d'avoir un enfant,
Effectivement, c'est un comportement individuel. Mais quand vous additionnez tout ceci, ça entre dans des logiques collectives. Et c'est pour ça que la science démographique existe. Elle n'existerait pas. Alors c'est plus compréhensible à travers la mortalité. C'est-à-dire, si vous regardez les gens qui auprès de vous sont morts l'année dernière, bah, vous allez voir un centenaire, vous allez voir un jeune qui a eu un accident de voiture, vous allez voir quelqu'un qui a eu une crise cardiaque à 44 ans, etc. Et vous allez vous dire, tout ça sont des destins individuels. Mais quand vous additionnez ces destins individuels, ils entrent dans des logiques collectives. Céline Picquet, est-ce que c'est pas quand même... Non, je voulais juste te dire que le sujet, c'est pas que la puissance publique se mêle de l'intime, le problème, c'est l'injonction. Enfin, vraiment, c'est là vraiment que je trouve qu'il y a la terminologie, c'est l'injonction de problème. Sinon, que les comportements intimes puissent avoir un public, c'est normal. Je reviens aux conséquences économiques et sociales de la baisse de la natalité. C'est quand même une forme d'appauvrissement d'un pays. Est-ce que vous acceptez cet argument ou pas ? Mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui de demander aux femmes, le mot injonction, il a été donné, de faire des enfants pour la grandeur de la nation. Bien sûr. Donc, il y a un chiffre... Mais c'est normal que les politiques s'en emparent, parce que c'est quand même un risque d'appauvrissement d'un pays. Je répète le début de mon propos. Oui. Les politiques ont parce que le privé est politique. Moi, je pense, en tant que féministe, que le privé est politique. Mais le politique doit s'assurer que les femmes qui ont un désir d'enfant puissent le faire dans des bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de différence entre le chiffre de la fécondité qui est aujourd'hui à 1,7 et le désir d'enfant qui est à 2,2. C'est cet écart-là. Mais ce n'est pas le nombre d'enfants en absolu qui nous intéresse aujourd'hui. Si les femmes ont décidé de vouloir 1,5 enfants, bah elles veulent 1,5 enfants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est la question du désir d'enfant. J'aimerais bien savoir comment ce chiffre de 2,23 d'ailleurs est calculé. C'est une enquête d'opinion. Hein. Mais en tout cas, c'est de satisfaire le désir d'enfant des femmes sur lequel on ne doit pas intervenir puisque c'est quelque chose qui est l'État profondément... en permanence. L'État, par les décisions qu'il prend, influence les comportements privés en permanence par sa politique. Dernière chose, très vite, il nous reste moins de 20 minutes, je voudrais qu'on parle d'immigration. Pour aller quand même dans le sens aussi sur le fait qu'il y a des normes culturelles, il faut regarder un petit peu ce qui se passe aussi en Allemagne. En Allemagne, il y a un taux de fécondité extrêmement bas depuis très longtemps. Et on voit surtout un chiffre qu'on m'avait donné il y a 3-4 ans, je ne sais pas s'il est toujours le... C'était une femme sur deux qui avait un bac+5 décidé de ne pas avoir d'enfants. Exactement comme Angela Merkel. Les femmes qui veulent concilier vie professionnelle et vie familiale. Laissez-moi finir, c'est ce que j'allais dire. Ah bon, pardon. Voilà. Et donc, effectivement, il est très mal vu de reprendre le travail après quelques mois seulement. Et la désignation des mères corbeaux, c'est vraiment très mal vu. C'est vraiment la norme culturelle qui pèse sur les femmes. Et il faut choisir. Et en France, on avait réussi à essayer de favoriser cette conciliation. Et c'est ça qui devrait être l'objectif des politiques publiques, la conciliation vie privée, vie parentale. Merci. 7 minutes pour parler du lien entre natalité et immigration. Je propose à Audrey Vuettas de nous rejoindre. Bonsoir Audrey, avec donc ce rapport de l'INSEE, cet hiver démographique, on peut employer cette expression. On lit de plus en plus cette affirmation, notamment sur les réseaux sociaux. 40% des enfants de 0 à 4 ans en France seraient immigrés ou d'origine immigrée. On a donc décidé de ce matin. Est-ce que c'est vrai ou pas, Audrey ? Pas vraiment, Thomas, et pourtant on serait tenté d'y croire. Pourquoi ? Parce que cette affirmation s'appuie sur des chiffres très sérieux de l'INSEE, sur une étude de juin 2022, pour être précise, qui indique par classe d'âge la part de la population étant immigrée, enfant d'immigrés ou petit-enfant d'immigrés. C'est une étude qui avait déjà fait parler d'elle à sa sortie en 2022, donc Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, s'en était emparé pour étayer et reprendre à son compte la théorie du grand remplacement. Alors, je vous propose de rentrer dans le détail. Le chiffre 40%, on le trouve dans l'étude, mais il inclut aussi la 3e génération, c'est-à-dire quand un enfant a un grand-parent qui est né hors de l'Union européenne. Et là, on comprend que ça peut devenir beaucoup plus courant et que ça puisse concerner 40% des enfants français. En fait, si on enlève cette 3e génération, seuls 24,6% des enfants de 0 à 4 ans ont un ou deux parents immigrés. Un mini calcul en maths et on conclut que 75% des petits Français n'ont aucun parent immigré. Alors, il y a une autre affirmation qui circule. Depuis l'an 2000, le nombre d'enfants dont les parents sont nés en France aurait baissé de 22%, quand le nombre d'enfants dont les parents sont nés hors Union européenne, lui, aurait augmenté de 72%. Vrai ou faux ? Là encore, cette affirmation s'appuie en partie sur des chiffres issus d'un recensement démographique très précis de l'INSEE. En 2000, près de 630 000 enfants sont nés de 2 parents français contre
491 000 à peu près en 2022. Donc on constate qu'il y a une baisse. Ça, c'est implacable. À l'inverse, à peu près 66 000 petits Français sont nés de 2 parents nés hors de l'Union européenne contre 113 000, un peu plus de 113 000 à peu près l'an dernier. Ça augmente, mais on comprend que ce n'est pas une augmentation de plus 72% comme le chiffre qui circule. Et puis, regardez, les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. Il faudra attendre au moins plusieurs dizaines d'années pour voir éventuellement les courbes se croiser. Merci beaucoup Audrey. Gérard François Dumont, on a dit plusieurs fois ici que le grand remplacement n'était pas forcément étayé scientifiquement. Est-ce que la chute de la natalité le rend plausible ? Non, la réalité, si vous voulez, c'est que c'est vrai qu'en ce qui concerne les immigrants d'origine des pays du Sud, leur fécondité en France est supérieure à la moyenne nationale. Oui. Mais ça, c'est un phénomène que l'on constate partout, dans la mesure où, dans l'immigration, il y a toute une partie de l'immigration qui n'est pas en situation régulière. Et cette partie de l'immigration, effectivement, l'une des façons, même si elle a un désir d'enfant, l'une des façons d'avoir la certitude de passer d'un statut d'irrégulier à régulier, c'est d'avoir un enfant. Et d'ailleurs, on le voit très bien, si vous voulez, ces immigrés-là ont un enfant la première année où elles sont en France. Alors c'est un phénomène qui est particulièrement visible à Mayotte et en Guyane. C'est un phénomène qu'on connaît très bien aussi aux États-Unis avec les Hispaniques. C'est un phénomène qu'on a retrouvé. Vous savez qu'il y a eu une très forte émigration à partir du Venezuela, et notamment vers la Colombie. Et ça a été très intéressant, parce que, en fait, les Vénézuéliennes qui sont arrivées en Colombie ont souhaité tout de suite avoir un enfant pour être sûr de ne pas être envoyées au Venezuela. Donc, dans un premier temps, leur fécondité a été très élevée. Et puis après, la Colombie a modifié sa réglementation pour leur assurer qu'elles pourront rester en Colombie, et puis là, elles auraient baissé leur fécondité. Bon. Donc vous avez un phénomène comme ceci, qui explique d'ailleurs que c'est en Seine-Saint-Denis qu'on a la fécondité la plus élevée, mais il y a des facteurs culturels qui jouent. Et par exemple, parmi les départements français qui ont peu d'immigrés et dont la fécondité est particulièrement élevée par rapport à la moyenne, vous avez la Mayenne. Personne n'y penserait a priori, mais voilà, vous avez une tradition de fécondité. Bon, thème utilisé par l'extrême droite, quitte, on l'a vu avec Audrey, peut-être à tordre un peu les chiffres. Regardez, janvier 2022, déplacement d'Éric Zemmour. Il est encore crédité à l'époque de 14,5% d'intention de vote selon les sondages. Il propose ceci. Dès l'été 2022, pour chaque nouvel enfant né dans une famille de la France rurale, nous mettrons en place une bourse de naissance de 10 000 €. C'est une pique. Comment vous avez réagi à l'époque ? Il y a un problème d'égalité, ce qui me semble complètement... Pourquoi c'est quoi les enfants de familles rurales ce qui est en fait un mot couvert pour dire les vrais Français, en fait, derrière ça. Et donc c'est extrêmement problématique. Et derrière, il y a quand même une attaque sur un principe fondamental de notre République, qui est le droit du sol. Le droit du sol qui est le même, en fait. Et que les parents soient immigrés ou qu'ils soient français, quand un enfant naît en France, il peut acquérir, être français. Et ça, c'est important de le rappeler. Ça a toujours, le peuple français est un peuple de mélange et que toutes les vagues d'immigration ont abouti, que ce soit les Polonais, les Italiens, et tout un siècle du XXe siècle a été un brassage. Et ce brassage, il va rester là. Que Éric Zemmour ou pas le veuille, nous sommes très attachés, je pense, l'ensemble du peuple français, j'espère, est attaché très fortement à ce droit du sol. Pascal Perrineau, un dernier mot, il nous reste moins d'une minute, sur ce même thème. Est-ce que l'immigration musulmane, disons les mots, change cette logique ? Écoutez, tout dépend des terrains. On voit bien comment, tout à l'heure on citait en effet la Seine-Saint-Denis, là on a un terrain sur lequel on a plus que l'impression que la dynamique démographique est portée par une population immigrée ou issue de l'immigration. Et c'est certainement un des facteurs qui participe de ces tensions que l'on voit dans la société française, puisque 2 Français sur 3 disent aujourd'hui il y a trop d'immigrés en France. C'est un des éléments qui participent de cette tension, dans la mesure où, sur certains terrains, les Français peuvent avoir l'impression qu'il y a une forme d'anémie démographique de la population des Français, avec de multiples guillemets, dits de souche, issus de l'immigration polonaise, italienne, etc., et des Français plus récents ou des étrangers sur le territoire national. C'est un des éléments qui doit permettre tout de même de comprendre
que l'enjeu immigration en France, il ne faut pas, l'enjeu immigration reste un des enjeux qui est privilégié parmi les 3 enjeux les plus importants à quelques mois des élections européennes. Il ne faut pas oublier cette composante. Évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Gérard-François Dumont, la revue Population et Avenir, le dernier numéro, on va le revoir, qui s'intitule Politique familiale et vitalité démographique. Merci encore. À bientôt sur Public Sénat.